Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous avons assisté à cette parade militaire symbolisant justement les festivités du 64e anniversaire de notre pays au sein des conseils nationaux, au sein des conseils de la nation. La souveraineté de l'État gabonais a été une fois de plus réaffirmée ce jour par ce vaste défilé, une parade militaire et qui a émerveillé les populations. Et là, nous sommes toujours sur l'esplanade du bord de mer. Vous voyez bien cet esclave libéré, je ne sais pas si c'est un misogyste, donc un être humain avec un sein. Je ne sais pas quelle est la véritable signification de ces statues, mais nous savons tout simplement que Libreville symbolise la ville des esclaves libérés. Donc Libreville est pour nous une véritable terre d'asile, une véritable terre de repos. Et nous n'avons pas connu véritablement les affres de l'esclavage en réalité. Parce que nous avons vu plusieurs guerriers qui ont combattu la pénétration coloniale. Vous avez vu celui qu'on a appelé Wongo de la révolution à Wandji, le conquérant. Vous avez Mbombe à Nyangé. Vous avez plusieurs autres comme ça qui ont résisté à la pénétration coloniale. Donc Libreville a ce symbolisme-là d'être une ville qui rassemble le plus grand nombre de compatriotes, à savoir le plus grand nombre de communautés qui viennent de partout, dans tous les pays de l'humanité. Pratiquement dans tous les continents, vous retrouverez au moins plusieurs de leurs représentants à Libreville. Libreville est le symbole d'un certain cosmopolite politique, économique et social. Et vous avez bien vu cette rupture-là. La rupture entre deux époques, entre deux systèmes. Il vous souviendra que l'ancien 17 août avait été marqué par plusieurs difficultés. Des difficultés pour Ali Bongo Liba d'arriver à la tribune. Parce que ce dernier, frappé d'un accident cardiovasculaire, avait toutes les peines et difficultés de pouvoir répondre à sa charge, c'est-à-dire sa fonction présidentielle. Là, nous avons vu un Brice-Coteau Oligui Nguema, chef d'État de la République gabonaise, dans toute sa majestuosité, à travers cette belle voiture décapotable, qui est le symbole justement de la puissance du Gabon, la puissance de ses institutions, la puissance de son chef d'État, et qui est parfaitement en santé par rapport à l'ancien chef d'État qui avait toutes les peines et difficultés. C'était quand même assez mémorant de voir toutes ces personnes qui effectuaient le déplacement pour psalmodier, pour encourager, pour féliciter l'actuel détenteur du pouvoir avec son épouse. Cette cardinale-là a quand même donné un peu d'honneur et de dignité au peuple gabonais. Et je l'ai toujours dit qu'un Gabonais doit vivre selon le niveau de revenus de son pays. Les Gabonais ne doivent pas être considérés comme des faire-valoir, comme des mendiants, comme des laissés pour compte sociaux, comme des marginaux, comme les exclus de la croissance économique. Voilà, le défilé est fini, mais nous repartons toujours à la même réalité. Le défilé s'est achevé, nous partons à la même réalité. La réalité, c'est laquelle? C'est que nous allons rentrer chacun chez soi, chacun dans son domicile, avec les mêmes attentes, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes préoccupations majeures. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, là, lorsque nous venons de sortir une fois de plus d'un autre débat avec plusieurs autres compatriotes, invités toujours par Gabon 24, je le disais que aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de jeter les fleurs aux forces de défense et de sécurité pour nous avoir libérés. Oui, on nous a libérés, on nous a certainement libérés d'un système rétrograde, d'un système avilissant qui a trahi le peuple au détriment de leur ambition personnelle. Mais on nous a libérés
pour atteindre quel objectif? Est-ce qu'on nous a libérés pour que le peuple continue à vivre dans des situations précaires, dans des difficultés? Non. La libération doit se poursuivre avec ce que disait le chef de l'État à travers son discours, c'est-à-dire l'appropriation de notre économie. Il n'y a pas de souveraineté sans appropriation de l'économie. Et le chef de l'État l'a dit. S'approprier notre économie, c'est faire en sorte que nous puissions, une fois de plus, arriver à ce que recherche le chef de l'État, c'est-à-dire une espèce de nationalisation des entreprises. Il y a plusieurs entreprises étrangères qui exercent au Gabon, qui arrivent à rapatrier leurs capitaux pour développer leur propre pays. Donc le sous-développement du Gabon est la conséquence du développement de ces firmes nationalistes, ces firmes internationales, et qui n'arrivent pas véritablement à aider les populations à atteindre les fondamentaux avec succès. Donc c'est un devoir moral, voire éthique, pour les Gabonais de comprendre que la fête, oui, comme le disait le chef de l'État, mais il y a quelque chose qui va au-delà de ces festivités. Et le chef de l'État le rappelait, et qu'il faut que nous arrivions à dépasser nos clivages, à dépasser nos aspérités, à dépasser nos opinions pour que nous arrivions à la construction de notre pays, la construction d'une véritable nation, une nation digne qui fera la fierté justement du peuple gabonais dans le Conseil des Nations. Vous savez que la diplomatie gabonaise aujourd'hui a plusieurs difficultés. Elle a plusieurs difficultés pour la simple raison qu'elle ne ressemble plus à l'ancienne diplomatie d'Omar Bongo Ondimba, qui était une diplomatie préventive des conflits, une diplomatie au service du développement, une diplomatie accélératrice des échanges, accélérateur des leviers de croissance. Et c'est pourquoi Brice-Côté Oligui Nguema le dit clairement à travers son discours que la diplomatie gabonaise ne pourra plus servir de base arrière pour arriver à des déstabilisations des nations tierces. Donc il s'agit pour le Gabon de continuer à maintenir cette flamme-là, cette flamme patriotique, parce que nous avons toujours été les apôtres d'une diplomatie préventive des conflits. Et c'est en cela que le chef de l'État gabonais avait ce génie. Là, vous voyez bien, Union, Travail, Justice, 30 août. Voilà, donc ça, je ne sais pas quel est ce projet-là, mais je vous le dis, le Gabon est totalement en chantier. Le Gabon est totalement en chantier grâce à la volonté politique du chef de l'État. Le chef de l'État a également dit qu'il faut un Gabonais nouveau. Non pas les Gabonais plaintifs, les Gabonais pleurnicheurs, les Gabonais tapageurs. Le Gabon nouveau, c'est ce Gabonais qui va s'approprier des nouvelles méthodes de résolution du chômage au Gabon. Le chef de l'État a été clair, la fonction publique est saturée et par conséquent, il faut faire appel à de nouveaux métiers. Investir dans les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, développer notre agriculture, développer d'autres secteurs d'activité tels que le bois, la pêche, l'artisanat et autres. Et c'est cela la vision de la diversification de notre économie. Et vous avez pu constater qu'il y a eu plusieurs enjeux que le chef de l'État a pu acquérir dans le cadre de l'accélération du processus de la lutte contre les déficits alimentaires pour que nous arrivions à une agriculture mécanisée à haute intensité capitalistique capable de nourrir non seulement les Gabonais sur leur territoire, mais d'aller au-delà. Et nous avons toutes ces possibilités-là. Nous avons toutes ces opportunités-là parce que le Gabon est un pays avec d'énormes coûts d'avantages comparatifs. Nous avons une terre fertile, nous avons une pluviométrie qui puisse nous permettre de planter pratiquement tout ce que nous voulons et obtenir des résultats satisfaisants. Et là, vous le constatez comment le bord de mer commence à être vidé. Et voilà, il y a ce jeune compatriote d'Agli qui a commencé justement le travail de nettoyage. Et c'est également une occasion pour rappeler nos décideurs sur la nécessité d'arriver à la décentralisation
La décentralisation doit être un impératif catégorique pour les pouvoirs publics. Si nous voulons véritablement lutter contre la misère, la pauvreté, les écarts de développement et autres, il faut que nous arrivions à ce principe de la décentralisation. Et ce n'est pas Jacques-Mille l'encyclopédie qui a d'ailleurs été félicité par le chef de l'État et qui me le démentira. Parce que lui-même le disait clairement dans un de ses célèbres ouvrages sur la décentralisation. Il disait qu'un pouvoir trop centralisé, un pouvoir trop concentré devient impotent, c'est-à-dire incapable d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Et c'est de cela que je voulais toujours parler, du caractère de l'apoplexie, du caractère d'apathie. Et c'est cette apathie-là que nous devons formellement abandonner. Donc, le Gabonais nouveau doit comprendre qu'il n'y a pas que l'État qui doit être au cœur justement de l'amélioration de ses conditions de vie existence. Vous avez vu le 17 août, nombreux sont allés voir les autres défiler. Et pendant ce temps, il y a d'autres Gabonais comme eux qui ont vendu leurs Atanga, qui ont vendu leur carte RTL Monnaie et qui ont vendu leur carte de recherche, qui ont vendu leur Nkumu, etc., etc. Donc là, ils ont eu une opportunité de commerce. Mais ils ont préféré suivre ceux-là qui sont chargés justement de la sécurisation de leurs biens et personnes. Comment va-t-on sécuriser des biens et des personnes qui sont malades, des personnes qui sont en difficulté d'insertion professionnelle, dont on ne peut même pas tirer profit du coup des avantages? Et c'est ce que je disais tout à l'heure à l'émission. J'ai dit oui, l'armée bien, en or oui, républicaine oui, avec tout cet arsenal-là de protection, de sécurisation des personnes oui, avec la construction comme le fait le chef de l'État à travers justement nos différentes communes où il met en place des commissariats de sécurité, de proximité pour sécuriser les biens des personnes. Tout cela est bien, mais si tout cela n'est pas fait au profit de l'homme, eh bien, nous allons nous retrouver dans le même travers. L'homme doit être le véritable vecteur de développement. Et c'est pourquoi je m'interroge si le fait que nous soyons des humanistes, que nous soyons des communautaristes, que nous soyons des socialistes, ou bien nous sommes des capitalistes sauvages, dont l'une des maximes est l'appropriation privée des moyens de production pour arriver une fois de plus à esclavagiser l'homme, à le déshumaniser, à le capitaliser. À l'heure actuelle, avec toutes les vagues de recherche de démocratisation du peuple, particulièrement des pays de l'Afrique francophone et ceux de l'Afrique centrale, pour nous caricaturer, nous avons l'impérieuse nécessité de tout faire pour répondre aux attentes des populations. Le Gabon est un pays riche avec plusieurs opportunités. Il est possible, à travers une véritable révolution productive, d'arriver au plein emploi comme à l'époque des 30 Glorieuses. Il suffit de mettre le pays en chantier comme le chef de l'État est en train de le faire, de mettre les chantiers partout, dans les provinces, dans les villes et villages, dans les cantons et districts, et vous allez vous rendre compte qu'on aura résolu la problématique de l'exode rural, mais également la problématique de la surchauffe et de la surpopulation du centre vers la périphérie. 17 août 1968, 17 août 2024, oui, ça fait 64 ans. 64 ans que nous sommes indépendants. Mais faisons le bilan de nos 64 ans. Moi, je n'ai pas 64 ans, mais j'ai déjà un demi-siècle. Si je suis amené à faire le bilan de mes 50 ans, eh bien, le bilan ne sera pas assez reluisant. Ce serait à la limite un bilan catastrophique. Et pourtant, ce ne sont pas des occasions qui m'ont manqué. Ce ne sont pas des occasions qui ont manqué à des personnes de pouvoir apporter une aide réfléchie à David Mbelakouma pour qu'il arrive à satisfaire les besoins primaires, les besoins existentiels. Malheureusement, nous sommes restés comme dans une espèce de turnover où vous faites tout pour élever les autres très haut et ces gens-là, eux par contre, continuent à vous maintenir dans la servitude, dans la misère, dans la pauvreté. C'est la maxime du roi et de l'esclave. Vous avez bien vu lorsque Moïse
avait décidé de sortir le peuple hébreu de la captivité. Mais qu'est-ce que Pharaon avait fait? Pharaon avait augmenté les charges de ce peuple-là pour mettre Moïse en véritable défi sur sa capacité de pouvoir sortir le peuple hébreu justement de l'esclavage. Et même dans le désert, c'était encore pareil. Satan avait augmenté les charges de tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte pour se retrouver dans le désert à la poursuite de Canaan. Et ces populations-là pouvaient gronder Moïse pour dire, mais Moïse, nous étions en Égypte, mais en Égypte nous avions du pain. En Égypte nous avions de la farine. Mais où comptes-tu nous amener? Là c'est le mausolée de Tchoréré. Vous avez bien vu que Brice Koto Ligingema est parfaitement en osmose avec ce qu'il dit. Il parle de la réhabilitation de ces mausolées, de redonner l'élan de noblesse à toutes ces personnes qui ont concouru, qui se sont battues pour notre pays. Voilà. Hier encore, ce lieu était caractérisé par l'obscurité. C'était un lieu lugubre et qui n'enchantait personne lorsqu'on passait par là. Mais le général de brigade, en mémoire de cet illustre personnage, a bien voulu réhabiliter cette stèle-là. Et c'est un peu partout ce qu'il fait. Je crois qu'au niveau de la Souville aussi, la stèle de Wongo a certainement eu les mêmes aménagements. Au niveau de Léomba, c'est pareil. Le symbolisme de ce 17 août qui m'a le plus frappé, c'est la présence de la femme de Léomba. Je dis bien la présence de la femme de Léomba dans la tribune avec ses filles. Qui aurait pu penser, à tort ou à raison, que la femme de Léomba existait et qu'elle vivait au Gabon? Mais regardez comment cette femme-là a été rejetée, abandonnée d'elle-même. C'est tellement que même dans le cadre de la succession de la famille Léomba, cette femme-là doit certainement vivre avec une certaine groupouille. Mais Oligui Nguema s'est souvenu de cette femme. Il est reparti vers cette femme et il a lavé les larmes de cette femme jusqu'à la pousser sur son tricycle. Et aujourd'hui, cette femme-là se retrouve à la place de l'indépendance avec ses filles. Imaginez la joie de cette femme. Imaginez son allégresse. Imaginez sa reconnaissance vis-à-vis de Brice Koto Oligui Nguema. Alors qu'avant lui, il y a eu Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba qui a reçu le pouvoir de son père Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba qui lui-même avait reçu le pouvoir de son frère Léomba, dont l'épouse était en vie jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez un peu la méchanceté de l'être humain? Vous imaginez un peu? Comment est-ce que les gens peuvent se comporter ainsi à l'égard de ceux qui l'ont apporté une aide réfléchie dans des temps favorables, dans des temps de misère, des temps de rafraîchissement? Aujourd'hui, les gens arrivent à appeler Brice Koto Oligui Nguema Josué. Bon, c'est selon. Mais Moïse dans le désert, tenté par Pharaon, le peuple affamé, le peuple avait soif de liberté, de justice, de démocratie. Ils ont dit Moïse, nous on était dans la maison de Pharaon, quand bien même nous étions esclaves, mais nous avions à boire, à manger. Nous avions du pain chaque matin. Mais dans ce désert-là, où nous n'avons ni eau, nous n'avons ni nourriture, je pense que tu nous as trompés. Tu nous as trahis. Et ton Dieu bienfaisant, qui a inventé les prodiges et les miracles devant le Dieu de Pharaon, ce Dieu-là nous a abandonnés. Et c'est dans cette espèce de morosité que Moïse va se mettre en colère. Non seulement il va frapper le rocher très fort, mais pire encore, Moïse va casser les tables de l'Éternel. Et avec une conséquence sur son état de santé physique, sur son état de santé mentale, sur son état de santé psychiatrique et psychologique. Malheureusement, à cause de ce geste de colère, Moïse ne rentrera pas à Canaan.
Moïse ne rentrera pas à Canaan. Et pourtant, Moïse était aimé de l'Éternel des armées. Moïse avait refusé d'être appelé le fils de Pharaon. Moïse avait refusé de vivre au palais. Moïse avait refusé les mains du roi. Et Moïse a apporté le manteau de la servitude, le manteau de sa mère hébreu qu'il avait enveloppé. Donc Moïse avait la relique de sa mère avec laquelle il se baladait. Et c'est cette relique antiquaire qui permettait à Moïse de vaincre les magiciens de Pharaon, de vaincre ces pharisiens, ces sadducéens, ces mercantilistes, ces épicuriens, ces faux savants, ces nécromanciens, ces faux docteurs de la loi. Et Moïse pouvait poursuivre sa course. Et Pharaon va ordonner à son fils d'effacer le nom de Moïse de toutes les stèles, effacer le nom de Moïse de tous les obélix, effacer le nom de Moïse de tous les monuments. Et cela va être symbolisé par une véritable déchéance du patronyme de Pharaon dont Moïse s'était attribué, s'était approprié comme étant un héritier légitime alors qu'il n'appartenait à aucune famille de ce Pharaon. L'étranger qui est chez toi, dit la Bible, s'élèvera à tes dépens, de plus en plus haut, et toi tu deviendras de plus en plus bas. Et sa majesté sera réduite à la captivité. Mais l'Éternel frappera en cœur les ennemis du roi. Et c'est ce que je disais à mon petit frère Oseni. J'ai dit, mon petit frère Oseni, tu ne peux pas rouler la Cadillac du chef de l'État devant moi. Tu ne peux pas être le chauffeur du chef de l'État devant moi, David Belakouma. Tu suis un héritier légitime. Toi, tu n'es même pas un collatéral. Hein? Ton royaume au Bénin, et tu viens régner au Gabon. Et ce jour-là, quelques mois avant l'élection présidentielle, j'ai dit au Séni de quitter le pays. Avec l'ensemble de sa famille, avec son père, avec l'ensemble des biens qu'il avait pu acquérir. Je lui ai dit de quitter le pays. Parce que l'Éternel avait décidé qu'Ali Bongo Liba ne serait pas le prochain président du Gabon. Et qu'au mieux, si eux ils ne quittaient pas le pays, ils couraient le risque d'être incarcérés, d'être enfermés et de perdre tout ce qu'ils ont obtenu au Gabon. Regardez comment l'histoire les a rattrapés. Et ces gens-là, malgré mes alertes, malgré mes avertissements, ils avaient décidé au cours d'une réunion de mettre David Belakouma à haut sur le bonnet, le jeter dans la prison, au besoin même l'assassiner. Malheureusement pour eux, c'est le même scénario. Pharaon, en décidant de tuer le premier-né de Moïse, ce sont les premiers-nés de tous les Égyptiens que Pharaon a assassiné. Et Moïse, meurtrier flagellé par ses compatriotes qu'il avait laissés en attente pour aller consulter les oracles, pour aller consulter la volonté de Dieu pour le peuple. Ces derniers ont monté le veau en or. Ils ont assassiné leurs pauvres enfants. Ils ont pris leurs bijoux, leur or et leur argent, leurs pierres précieuses. Et ils ont monté le veau en or. Et ils ont juré que désormais, c'est ce veau en or là qui est le symbole du vaudou que tout le monde devrait justement louer, chanter les cantiques et les louanges et les adorations. Mais Josué, avec une partie du peuple hébreu qui était consacré, qui connaissait ce que c'est que l'écriture, parce que la Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain. Il bénira ton nom. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Et Josué va prendre le bâton de Moïse comme héritage pour poursuivre sa course vers Canaan. Et c'est Josué, malgré les rudes batailles, avec les titans, avec les gitans, avec les minotaures, avec les météorites, avec tous les corps célestes en mutation, Josué a pu amener ce peuple-là à Canaan. Donc je ne sais pas si les gens sont conscients, comme le disait Brice Kotor Ligingema, du lieu où nous allons. S'ils sont conscients de la vision que le chef de l'État a pour le pays. S'ils sont conscients d'ailleurs d'où nous venons.
Vous avez vu cette belle architecture conçue par l'État gabonais était devenue la propriété de Ouseni avec ses enfants. Certainement, c'est toujours encore sa propriété, puisqu'ils doivent avoir des titres fonciers, ils doivent avoir des titres d'acquisition et autres. Et vous pensez que c'est un civil qui nous aurait permis d'arriver à nous débarrasser de toutes ces personnes-là, ces étrangers qui avaient déjà pris le Gabon en otage? Donc, vous avez toutes les raisons de célébrer le 17 août. Mais vous auriez encore de meilleures raisons de célébrer le 30 août prochain. Et je vous dis, le 30 août prochain, moi, David Mberakouma, je vais célébrer ma vraie liberté. C'est le 30 août prochain que je vais retrouver mon autonomie, mon indépendance. C'est le 30 août prochain que je vais retrouver tous mes sens. Vous voyez? Voilà. Ce qu'Ali Bongo Ondimba a laissé comme héritage au Gabonais. C'est ici. Voilà. Ça, c'est l'héritage d'Ali Bongo Ondimba. Avec ses clébards, ses kleptomanes politiques, avec ses fils qu'on appelait la Young Team, que par égard pour eux, je les avais qualifiés de moins, non pas de collégiens, mais de normaliens, pour ne pas trop les réduire à leur simple expression. Ils sont nombreux ici, des Gabonais qui ont dormi là, réclamant leur argent. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été payés. Regardez un tel gâchis, à cause de ces pseudos émergents, dont les Alain Claude Biebinze s'étaient prosternés. Et c'était de ces Gabonais qui se sont prosternés devant ces fils de la veuve, ces individus sans foi ni loi, qui ont plombé l'économie de notre pays. Aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent encore à l'Assemblée nationale. Certains se retrouvent encore au gouvernement. Et nombreux parmi eux ont été décorés. Mais il n'y a aucune décoration pour les lutteurs comme les David Mberakouma. Aucune décoration pour les lutteurs comme Otete et autres qui nous sommes battus contre un système de plus difficile. Et moi, David Mberakouma, tout le monde sait, à tort ou à raison, comment je porte jusqu'à présent les meurtrissures de ce système, les flagellations de ce système. Mon corps est déchiré à cause de ce système. Mon âme est flagellée à cause de ce système. Et j'ai perdu plusieurs années comme ça, en vivant dans la galère, en vivant dans l'oppression, en vivant dans l'insécurité, en vivant dans la peur, mais non pas la rancœur. Mais moi, comme je suis un fils d'Isakar, ma mère m'a appris l'art de la guerre. Elle m'a appris à survenir même dans les torrents les plus dévastateurs. Ma mère m'a appris à vivre dans les déserts. Elle m'a appris à vivre dans les déserts. Et c'est pourquoi je peux faire 3-4 jours sans boire, sans manger. Et je vous le dis, à partir du 30 août prochain, vous n'allez pas reconnaître David Mberakouma. Parce que je vais rentrer dans mon cycle de la métamorphose, dans mon cycle de la mutation, de la transfiguration. Parce que nous sommes en train d'aller vers une inconnue. Je dis bien, nous sommes en train d'aller vers une inconnue. Mais si les gens ne sont pas préparés par rapport au lieu où nous allons, par rapport à notre quête, la poursuite de ce canal-là, nombreux vont tomber dans le désert. Nombreux vont tomber dans le désert. Nombreux vont tomber dans le désert. Nombreux ne vont pas franchir cette ligne-là. Parce que nous avons parcouru le chemin. Mais il y a une ligne encore que nous devons franchir, les amis. Il y a une ligne que nous devons franchir. Il y a une ligne que nous devons franchir. Il y a même 2 lignes que nous devons franchir. La première ligne, c'est le référendum. Le vote du oui ou du non. Mais moi, j'ai déjà dit que je voterai oui. Je ne voterai pas oui par raison, par intelligence ou par sagesse. Je voterai oui pour régler le compte à certaines personnes. Ça, il faut que vous le sachiez. Je voterai oui pour régler les comptes à certaines personnes. Ceux-là qui ont été à l'origine de la déliquescence de notre système étatique. Ceux-là qui ont favorisé le règne actuel du pouvoir. Ceux-là qui ont été à l'origine
de la dégradation de nos conditions de vie et d'existence, je voterai oui. Parce que ce oui-là va les mettre hors d'état de nuire. Ce oui-là va leur frapper d'une éligibilité. Et comme ces gens-là vivent de la politique, vous avez vu, là encore, c'est les militaires. Vous voyez bien comment la ruelle a été bien travaillée. À l'époque d'Ali Bongo, il n'y avait pas ça. Ils ont pris l'argent, ils ont mangé, et puis bon, ils disent qu'on s'en fout du peuple de toutes les façons. Le peuple ne pourra rien faire. On a l'armée, on a la garde républicaine, on a tout, on a les armes. Malheureusement pour Ali Bongo Néba, il ne connaissait pas les voies de la providence. Mes très chers amis, je vous demande de faire une rétrospective. Ali Bongo Néba était un civil. Ali Bongo Néba était civil. Omar Bongo Néba était un agent de force de sécurité. C'était un agent secret de la métropole frahisienne. Omar Bongo Néba est resté 42 ans de règne de pouvoir. Là, nous avons un militaire qui plus est, général des forces armées, général de la garde républicaine, avec 2 étoiles, commandant en chef suprême des forces armées. Aujourd'hui, il est président de la République. Donc, si vous pensez que nous sommes là dans une rigolade, quoi, dans une pièce de théâtre où chacun peut prendre n'importe quel risque pour dire n'importe quoi, pour faire n'importe quoi, pour insulter les autorités de la transition, pour caricaturer Brice Koto Oligui Nguema, pour l'humilier, pour tenter de lui faire le chantage. Mes amis, vous avez encore le temps de vous raviser avant le 30 août prochain. Parce que les 1 an de la célébration des forces de défense et de sécurité à la tête de notre pays vont être les 1 an d'une rupture définitive. Ceux qui n'auront pas pris le train en marche, mon ami, il n'y aura plus une autre possibilité d'arriver à Canaan. Et tu vas te retrouver abandonné dans le désert, au milieu des scorpions. Au milieu des scorpions. Au milieu des scorpions. Et tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Si pendant le règne d'Ali Bongo Néba, tu as soutenu ce pouvoir et que tu es resté au chômage jusqu'à aujourd'hui, si pendant le règne d'Ali Bongo Néba, tu as soutenu son pouvoir et que tu n'as pas pu obtenir une gargote, une beuverie jusqu'à aujourd'hui, si pendant le règne d'Ali Bongo Néba, tu n'as pas pu obtenir une simple faveur, une simple reconnaissance, une simple médaille, une simple palme, une distinction, mon frère, il vaut mieux pour toi te rattraper pendant l'ère d'Ali Bongo Néba. Si tu ne te rattrapes pas pendant l'ère de Brice Koto Oligui, maintenant là, il va être trop tard pour toi. La retraite va te trouver et tu n'auras pratiquement pas accompli ton existence. Au moment où je vous parle, hein, il est bien vrai que je n'ai pas eu gain de cause de tout ce que le chef de l'État m'a promis. Je n'ai pas pu obtenir tout ce que le chef de l'État m'a permis d'obtenir à travers son collaborateur qui m'a cité nommément, à qui il a donné mon numéro et son numéro, pour que je puisse, moi David Mberakouma, bénéficier également d'un certain nombre de privilèges. Mais qu'à Dieu ne plaise, j'ai au moins le privilège d'être libre, de ne pas être oppressé, de ne pas être stressé, de ne pas avoir une ligne de conduite envers qui que ce soit. Et c'est cette liberté-là qui m'a toujours caractérisé, qui me fait plaisir dans l'ère de Brice Koto Oligui Nguema. Et il a parlé dans son discours de la préservation de nos libertés, la liberté d'expression. Brice Koto Oligui Nguema en fait un véritable levier, un impératif catégorique. Mais cette liberté doit tenir compte du respect de l'état de droit. Donc si on vous donne la liberté pour insulter les autorités politiques, eh bien c'est votre problème. Lorsque vous serez poursuivi pour diffamation, pour violence et voie de fait, pour dénonciation calomnieuse, pour injure publique, ne dites pas que Brice Koto Oligui Nguema vous a abandonné, parce que Brice Koto Oligui Nguema n'a jamais été avec vous. Et il ne vous a jamais envoyé à commettre des actes répréhensibles par la loi pour le simple fait que vous êtes devenu son confident, son courtisan ou bien son intrigant.
L'état de droit, c'est le respect de la dignité du peuple, la dignité des personnes. L'état de droit, c'est le règne de la justice. Et c'est pourquoi je voudrais faire appel au général de brigade, président de la transition, de mettre fin au scénario de la SEEG. Ces gens-là nous ont longtemps volé comme ça. C'est leur temps de se retrouver en prison avec leurs commanditaires, avec l'ensemble de toutes ces personnes-là, y compris les anciens ministres. Parce que de tels détournements entravent le processus de développement de notre pays. L'état de droit, c'est également faire en sorte que... Johnny, l'état de droit, c'est aussi faire en sorte que ces gens-là puissent payer pour les malversations financières dont ils ont fait l'objet, pour le détournement de fonds publics, association de malfaiteurs par bande organisée. Mais tant que le peuple n'aura pas vu ces gens en prison et que ces gens-là continuent à jubiler, ils continuent à embrasser le chef de l'État, à manger les mains succulentes avec le chef de l'État, à promouvoir leurs pauvres enfants, leurs pauvres familles, à protéger leurs propres biens, leurs titres honorifiques et nominatifs. J'ai bien peur que l'arrivée vers Canaan sera difficile, que l'arrivée vers Canaan sera différée, et ce serait un fait très dommageable. Je voudrais donc attirer l'attention de mon bienfaiteur, le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous le savez très bien que ma page est suivie par vous. C'est le moment de la rupture. Abraham marchait avec son neveu Lot. Abraham marchait avec son neveu Lot. Jusqu'à ce que l'Éternel dit à Abraham, à partir de ce jour, sépare-toi de Lot. Sépare-toi de Lot. Sépare-toi de Lot. Sépare-toi de Lot. Si Lot va à gauche, toi tu iras à droite. Si Lot va à droite, toi tu iras à gauche. Abraham va demander à Lot de faire un choix capital. Lot va choisir la luxure. Lot va choisir les champs florissants. Lot va choisir la somptuosité. Mais Abraham va choisir le désert. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a les blocages. Durant cette marche, il y a les persécutions. Hosanna, pourvu que j'arrive. Excellent, Monsieur le Président de la République, la marche vers Canaan va être difficile. Si vous êtes un Josué, séparez-vous de Lot. Si vous êtes un Josué, séparez-vous de Lot. La descendance de Lot, ce sont les Moabites. La descendance de Lot, ce sont les pharisiens. La descendance de Lot, ce sont les faux docteurs de la loi. La descendance de Lot, ce sont les magiciens. La descendance de Lot, ce sont les incestueux. La descendance de Lot, ce sont des homosexuels. La descendance de Lot, ce sont des lesbiennes. La descendance de Lot est tout ce qui a trait à l'avilissement de l'être humain. Vous, vous êtes un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi vous devez embrasser la religion avec ferveur. Débarrassez-vous de Lot. Débarrassez-vous de Lot. Lot a mangé pendant 1 an d'exercice de pouvoir. Lot a mangé pendant 1 an dans votre architecture gouvernementale. C'est le temps de couper Lot. C'est le temps de te séparer de Lot. Il ne faut pas avoir pitié de toutes ces personnes-là qui ne regardent pas dans le même sens que vous. Ils ont pu manger pendant 1 an au sein de l'architecture gouvernementale. Ils sont partis de la France comme des chômeurs. Ils sont devenus ministres grâce à votre volonté. Ils sont partis des États-Unis comme des chômeurs. Ils sont venus au Gabon ministres par votre propre volonté. En 1 an, ils ont déjà bâti le tour. En 1 an, ils ont déjà bâti les pyramides. En 1 an, ils ont déjà bâti les monuments, les obélix. Ils ont déjà bâti les portes-avions. C'est le moment de vous séparer de Lot. Séparez-vous de Lot. Dès lors que le peuple ne veut plus de ces individus au gouvernement, débarrassez-vous d'eux.
Débarrassez-vous d'eux. Parce que c'est le dernier challenge que les populations atteignent. Si ces populations-là voient que vous continuez à vous accoquiner avec ces personnes-là, je vous le dis, excellent Monsieur le Président, vous serez surpris par ces personnes. Parce que vous ne connaissez pas bien le peuple gabonais. Le peuple gabonais est un peuple d'une versatilité que vous ne pouvez pas imaginer. Ne suivez pas tous ces aspects festifs. Toutes ces personnes-là qui disent oye, oye, oye. Ils ont dit oye, oye hier. À Omar Bongo Niba. Mais les résultats de Mbabe Solo ont attesté qu'ils ne disaient pas oye, oye. Ils ont dit oye, oye, oye à l'époque de Omar Bongo Niba. Les résultats de Mambundu attestaient qu'ils n'avaient pas dit oye, oye. Ils ont dit oye, oye à l'époque d'Ali Bongo Niba. Les résultats de Mbaobam ont attesté que c'était un faux oye, oye. Ils ont dit oye, oye, oye à l'époque d'Ali Bongo. Les résultats de Jean Ping ont attesté qu'ils n'avaient pas dit oye, oye. Je vous en prie, excellent Monsieur le Président, débarrassez-vous de ce gouvernement moribond. Débarrassez-vous de ce gouvernement moribond. Débarrassez-vous de ce gouvernement moribond. Laissez-les au bord de la route. Laissez-leur au bord de la route. Ils vont vivre leurs illusions et leurs ambitions. Restructurer le gouvernement à hauteur de 80%. Même 90%. Même 90%. Changez toutes ces personnes-là. Mettez de nouvelles personnes. Mettez de nouvelles personnes qui vont vous accompagner dans la réalisation, la matérialisation de votre vision. La Bible dit que c'est le fer qui aiguise le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Comment vous marchez avec des personnes qui ne se sont pas convenues d'être avec vous? Voilà. L'essor vers la félicité commence ici. L'avenir du Gabon repose sur la prise en compte des aspirations de la jeunesse. Son Excellence générale Brice Koté Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État. Ces gens-là étaient ici, sur ce site-là, dans la structure gouvernementale. Cela ne leur a pas permis de ne pas défendre ce territoire, cette école. Il a failli... Il a failli Arsène Edouard Kogué, l'actuel délégué spécial 5e arrondissement, avec Chadi Moukarim. Arsène Edouard Kogué n'était pas ministre de l'Éducation nationale. Il a pris position. Il est venu défendre son territoire, le 5e arrondissement. Il est venu défendre cette école qu'on voulait spolier au profit d'un Libanais. Et c'est comme ça, le Gabon. Ce sont des Gabonais qui font souffrir d'autres Gabonais. Des Gabonais qui font souffrir d'autres Gabonais. Vous arrivez dans leur parking, ils ont plus de 50, plus de 100 voitures. Mais le peuple est à pied. Les agents publics n'ont pas le carburant dans les administrations pour arriver à l'heure, pour participer à la levée de couleurs. C'est encore pire le vendredi. Et les gens ont participé à la levée de couleurs. Ils ont participé à la descente de couleurs. Et ils retournent à la maison sans rien, sans eau, sans une gargote, une bébérie. Regardez, le défilé est fini. Là, j'ai marché près de 4 km. Mais moi encore, j'ai mes miettes. J'ai mes miettes. Moi, je suis consultant à Gabon 24. Moi, j'ai mes miettes. Donc, moi, je n'ai pas été au défilé pour me balader. Moi, j'ai été au défilé pour encourager Brice Koté Oligui Nguema de m'avoir permis d'avoir une miette. Là, je m'avais mangé un gros hamburger avec une pizza pour ma femme et mes enfants. Et donc, ceux qui sont allés au défilé se balader comme d'habitude, eh bien, c'est tant mieux pour vous. Et vous allez encore vous balader le 30 août prochain. Pendant que nous, on célèbre la victoire. Pendant que nous, on célèbre le changement atmosphérique. Parce que nous allons rentrer dans la pétrosphère. Vous allez continuer à être terrestre. En train de mendier devant les autorités. dont vous êtes leur détenteur exclusif du pouvoir. C'est vous qui élevez les gens.
Et ces gens-là vous réduisent à la servitude, à la mendicité. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre les mécanismes simples d'une véritable démocratie pluraliste. C'est vous qui donnez même des orientations aux nouvelles autorités d'exercer les dictats, d'exercer l'impérialisme, d'exercer le machiavélisme, d'exercer l'absolutisme au pouvoir, d'exercer l'impérialisme au pouvoir, d'exercer le despotisme au pouvoir. Parce que vous êtes vraiment des fontaines sans eau. Et vous n'arrivez pas à réfléchir correctement. Vous êtes dans des illusions, des régimes présidentiels à venir fantasmagoriques. Et demain, vous allez encore dire qu'Oligui Nguema vous a trompé. C'est vous-même qui avez contribué les 38 000 contributions. C'est vous-même qui êtes allé au dialogue. Et c'est vous-même qui êtes en train de vous battre. Pour un oui ou pour un non. Maintenant, c'est Oligui Nguema qui est à l'origine de votre oui ou de votre non. Pour peu que lui dise de voter oui, puisque vous avez soumis toutes vos résolutions à son arbitrage. Maintenant, tout le monde est fâché. Les anciens politiciens sont fâchés. Pierre Claver Maranga Moussavo qui dansait pendant la transition. Bonjour. Bonjour. Je vous suis constamment à la télévision. Ah d'accord. J'apprécie pour l'intervention. Ah merci beaucoup. Vous allez où? Mais je m'arrête chez vous là. Je vais là, oui. Oui. Ah, je disais que les citoyens là... Non mais prenez mon numéro, vous pourriez m'appeler, on pourra discuter prochainement. Là comme je suis en train de faire un travail. Sinon ça va? Non ça va très bien. Ah, vous avez des interventions pertinentes. Hein? On se bat. On se bat. Vous étiez avec... 074, oui, je viens de là-bas. Ouais. 074 97 19 03. Vous mettez David Mberakouma. 03, voilà. Prenez le deuxième aussi. Au moins, mon père saura comment me joindre facilement. Je préfère sur le Oui, oui, vous pouvez, mais voilà. Accordez-moi 2 minutes. Donnez-moi votre pic là. Le mien là n'écrit pas très bien. Voilà, là vous avez mon numéro. Vous pourriez m'appeler. Oui, le problème c'est que je fais des exercices. Ah bon, hein? Comme j'ai un surpoids, je marche des kilomètres pour me dégraisser un peu. Ah, Oui. pourtant, je vous vois pas trop. Allez, merci beaucoup. Voilà, donc là c'est un compatriote. Un compatriote qui était derrière moi avec sa grosse voiture. Un VX. Et il s'est arrêté. Ben, comme vous savez que moi je ne panique jamais. Parce que j'ai déjà sacrifié et vendu ma vie. Je me suis tout simplement retourné. Et au monsieur de me dire non, excusez-moi. Monsieur David Mberakouma, j'apprécie vos interventions à Gabon 24. Pourtant, c'est une chaîne de la présidence de la République. Mais je ne sais pas comment vous faites pour arriver à dire ces choses-là en plein palais. Et il me posait la question de savoir si je n'avais pas peur de pouvoir être emprisonné. Parce que je ne dis pas seulement tout le bien de Brice Côté Oligui Nguema, mais j'arrive également à critiquer. J'arrive quand même à critiquer certaines de ses actions, y compris les membres de son gouvernement. Et il demandait mon numéro et je lui ai donné mon numéro de téléphone. Donc, il m'invite également à aller manger quelque part là pour célébrer le 17 août avec lui. Malheureusement, je lui ai dit que vous m'avez déjà invité et que je suis en train d'aller vers Evon
pour pouvoir manger au domicile de mon frère Evung, avec qui nous avons mené plusieurs batailles. Des batailles d'affirmation des minorités marginales, les exclus de la croissance économique. Et c'est quand même assez réconfortant. Bonjour cadre, de savoir que pendant que nous vivons là, il n'y a pas que des jaloux, des envieux qui cherchent à nous faire du tort, mais qu'il y a également d'autres personnes qui deviennent pour nous des protecteurs, des anges cachés. Et moi je le dis à mes détracteurs, que si du règne d'Ali Bongo Ondimba, du règne d'Omar Bongo Ondimba, j'ai toujours été un privilégié du système. Avec Omar Bongo Ondimba, j'avais près de 5 décrets. Avec Ali Bongo Ondimba, j'avais d'autres opportunités. Même si ces opportunités n'étaient pas des décrets. Mais j'arrivais à recevoir mes miettes de la part d'Ali Bongo Ondimba, par le canal de ses services spéciaux. Et c'est tant mieux aussi. Ce n'est pas à l'époque de Lingui Guéma qui m'a protégé dans le secret que moi, David Nberakuma, je vais manquer de quoi que ce soit. C'est pas évident. Je dis bien, ce n'est pas évident. Si plusieurs personnes ont été emprisonnées à cause de leur délit d'opinion, pendant que moi, David Nberakuma, j'ai dit des choses très graves. Je dis bien des choses très graves. J'avais décrié l'apathie, la morosité, l'inaptitude, l'incapacité notoire du jeune secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Steve Dioko, alors que nous avions appris ensemble dans un même lycée. Et je l'ai dit ouvertement qu'il n'était pas à la hauteur des attentes du Parti démocratique gabonais, encore pire, des attentes des aspirations légitimes du peuple, ainsi que celles de la plus haute autorité, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba. Cela m'a valu ce que cela m'a valu, mais je n'ai eu aucune représailles. Si ce n'est celle de mon frère Bertrand Mekamemba, qui était venu à la rescousse de son frère. Alors que Mekamba était dans l'opposition, il a trouvé le malin plaisir tout de même de me demander de démissionner du PDG si je n'étais pas d'accord avec cette ligne marginale du parti. Donc moi, j'ai toujours été protégé. Et je ne savais pas que j'avais été protégé par l'actuel détenteur de pouvoir. Sans quoi ces gens-là m'auraient envoyé 4 pieds sous terre il y a longtemps. Donc je voudrais une fois de plus remercier le général Brice Koto Lingui Guéma, mon bienfaiteur, mon protecteur, mon petit frère, mon ami. J'ose tout simplement croire qu'il va respecter son engagement, qu'il va respecter ses instructions qu'il a données à son collaborateur le plus proche, dont je ne citerai pas le nom. Parce que ce collaborateur sait ce que le chef de l'État lui a dit devant moi. Il le sait. Les orientations, les instructions que le chef de l'État lui a données. Mais concernant moi, David Nberakuma, mon frère, nous étions tous en train d'attendre les célébratifs de la première année de la transition. Donc tu as encore quelques semaines pour répondre aux instructions du chef de l'État à mon égard. Parce que si tu persistes sur cette voie, de continuer à précariser David Nberakuma, parce que tu es puissant, parce que tu es un géant, parce que tu es un gitan, et que moi je suis un malheureux, un misérable, un fils d'esclave, je t'apporterai la preuve, mon frère, que je suis un kamikaze, un suicidaire, je suis un boisizi. Hein? Je suis capable de crier un printemps arabe. À bon entendeur, salut. Celui qui a les oreilles a entendu. Vous qui êtes les réels du chef de l'État, allez-y dire au chef de l'État que David Nberakuma continue à réclamer ce que tu lui as promis qui n'a pas été donné par tes collaborateurs. Et qu'un chef d'État ne peut pas se faire passer pour un menteur. La parole d'un chef d'État est une loi irréfutable, car elle a le caractère exécutoire et l'autorité de la chose jugée. Donc, j'attends le moment propice pour sortir comme un microbe, comme un parasite, comme une bactérie, comme un virus. Bonne fête de l'indépendance
à vous tous, qui êtes les défenseurs de droits et libertés. Mais je ne souhaiterais pas bonne fête de l'indépendance à mes amis activistes qui ont abandonné la course. Mon frère Ghislain Malanda qui est devenu sénateur. Mon frère Paga, Aminata Zomba, Godefroy Fumboula et autres, qui hier ne se réjouissaient pas des inégalités sociales, qui hier n'acceptaient pas d'être marginalisés. Aujourd'hui, ils sont à la soupe. Ils mangent, ils boivent avec le prince. Et ils ont fait corps et âme avec le machiavélisme. C'est vraiment dommage et regrettable. Mais à la prochaine élection, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fourvoyés pour avoir trahi le peuple. Vous n'aurez que des résultats médiocres et lamentables. Et ça, je vous le dis à mon âme et conscience, parce que je suis un prévisionniste électoraliste. Donc vos cartes sont cuites et vont être grillées et vous serez mangés à la table du suffrage universel en août 2025. Pendant que les autres vont recueillir des résultats satisfaisants pour leur combat, vous allez recueillir que la honte, le mépris et le déshonneur. Parce que vous avez été indignes d'être les véritables représentants du peuple souverain. Vous n'avez pas été capable de résister comme David Nberakoma. Voilà, là j'ai parcouru 4 km. Vous voyez bien que malgré mon costume et ma cravate, eh bien, cela m'importe peu. Mon frère, donnez-moi un vignocola. Donc, il faut laisser ces gens-là qui ont choisi la facilité. Mais à cause de leur facilité là, ils vont se retrouver sur les chemins dépravés. Ils vont se retrouver justement auprès des Moabites et des Ammonites. Ils vont se retrouver là où l'autre s'était retrouvé, c'est-à-dire à Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, ils vont dormir avec leurs propres enfants. Ils vont dormir avec leurs propres frères. Leurs propres femmes seront vendues aux enchères. Eux-mêmes, ils seront caressés. On va leur caresser, tapoter le derrière. Parce que ces gens-là n'ont pas d'humanité, ils n'ont pas de dignité. Ils ne comprennent même pas ce que le chef de l'État leur demande de faire. De rester nobles, avec les bonnes initiatives. De garder leur lettre de noblesse. Mais certains ont tout vendu. Ils ont vendu la honte. Ils ont vendu la honte à leurs pseudo-esclaves. Ces esclaves légalement qui ne savent pas qu'ils sont les princes, qui sont traités comme des misérables, des vauriens. Alors que ce sont eux qui sont les véritables fils des palais. Et mon père Ecclésiaste le disait dans ses réflexions, qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. Que la folie occupait le lieu très élevé. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et mon père Ecclésiaste posait la question de savoir que feront les justes si tous les fondements de la terre sont renversés. Les justes iront se réfugier à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. Elle ne chancellera jamais. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, elle est devenue la principale des langues. Elle sera un rocher de scandale pour ceux qui n'ont pas cru. Mais pour ceux qui ont cru, cette pierre-là leur donnera le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quel plaisir immense de voir un fils des prolétaires à la tête de la nation gabonaise. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je suis heureux lorsque je vois Brice Clotaire au Liguingema. Dans cette belle voiture décapotable avec son épouse. Un porteur de sacs et de valises. Celui-là qui était méprisé par comment on dit ça, ses patrons. Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le patron de tous les patrons. On appelle cela la révolution prolétarienne, qui avait été indiquée, structurée par Karl Marx.
Une révolution prolétarienne qui consiste à élever le niveau de conscience du fils de prolétaire. Arriver à maturiser sa conscience. Arriver à multiplier ses fibres intelligibles. Arriver à une explosion cervicale. Pour arriver à dominer ces pseudo-nantis, fils de palais, docteur de que sais-je, de quelle loi, avec des titres honorifiques contrefaits. Oligui Nguema aujourd'hui, il est parti certainement de caporal ou de que sais-je, de lieutenant lorsqu'il est revenu au Maroc. De lieutenant, il s'est élevé en garde jusqu'à devenir général de brigade, jusqu'à devenir commandant de la garde républicaine. Mais regardez comment il s'est comporté lorsqu'il était commandant de la garde républicaine. À cause de son humanisme, à cause de son altruisme, à cause de son amour, à cause de son don, son talent, son sacrifice pour les autres. Regardez là où il s'est retrouvé. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu sèmes la haine, tu vas moissonner la haine. Si tu sèmes le pardon, tu vas moissonner le secours. Si tu sèmes la richesse, tu vas moissonner la richesse. Regardez toutes ces voitures qui étaient parquées dans le palais. Ces voitures qui ne servaient à rien dans leur domicile. Puisque Oligui Nguema arrive à les donner aux ayants droit, c'est-à-dire le peuple. Même Norbert Epanja a aujourd'hui une belle voiture. Même Norbert Epanja aujourd'hui est conseiller du président. Qui l'aurait cru? Norbert Epanja, humilié, maltraité, rejeté par les siens, traité comme la peste, comme une vérole. C'est Norbert Epanja aujourd'hui qui constitue la fierté de sa famille. Celui-là dont on avait enterré à cause de ses opinions. Parce qu'il ne voulait pas faire le même kounabélisme qui est en train de ressurgir ici, là, avec une intensité maximale. Un kounabélisme propre max. Mais Norbert Epanja était resté carré. Un Obamba, ou Bateke, ou que sais-je, en train de s'acoquiner avec un mien et Baro Chambry. Norbert Epanja, aujourd'hui, lui aussi est en train de manger les mets succulents. Qu'il aurait cru qu'un bienvenu Bitom aurait pu être chargé d'études. Chargé d'études, c'est catégorie A, hiérarchie A2. Quelquefois A1 même d'ailleurs, selon les niveaux de conscience et d'intellectualité des différents ministères, selon leurs ressources humaines, selon le développement de leurs compétences et leur capital humain. Bienvenu Bitom est chargé d'études. Qu'il aurait cru que Mikala, Dieu seul sait, avec son niveau d'intellectualité, aurait pu être comme ça. Conseiller du ministre du Commerce. Conseiller du ministre du Commerce. Mikala, avec 500 000 francs CFA, il a pu gagner plusieurs conseillers municipaux au niveau du 5e arrondissement. Il aurait été d'ailleurs maire adjoint de cet arrondissement. Parce que Mikala avait de nobles idées. Il avait de nobles vertus dans le cadre de sa lutte pour la préservation des intérêts des minorités. Il se battait justement pour la réhabilitation de ces familles précaires. Aujourd'hui, il est conseiller du ministre. Conseiller du ministre. On a nommé Mikala devant mon séance tenante. Le chef de l'État a appelé le secrétaire là. On l'a fait le décret, la séance tenante devant moi. Donc Oligui Nguema a conscience de la valeur qui est la sienne. Un chef d'État est un impacteur. Il doit transformer les vies des gens. Et c'est ce qu'il faut au quotidien. Le jour où vous allez rencontrer Oligui Nguema, si vous sortez de la bredouille comme David Mberakouma, hein, c'est que vous êtes maudit. Il faut aller laver le corps. Mais moi, comme j'ai le sang de l'iguane, hein, pas question pour moi d'aller laver le corps pour quoi que ce soit. Parce que je vis avec la grâce. Je vis avec la faveur. Je vis avec la grâce, je vis avec la faveur. Et tout le bien que j'ai fait aux gens, j'ai toujours été récompensé en monnaie de singe. Mais c'est ma nature. Je ne vais pas être méchant comme eux. Je ne vais pas faire comme eux. Jamais je le ferai. Vous ne trouverez aucune méchanceté de David Mberakouma. Jamais. Même si les gens arrivent à me pousser à l'extrême. Même si les gens arrivent à me pousser jusqu'au-delà de mes limites. Mais j'arrive à accepter mon sort avec résignation. David était le moindre de la tribu d'Israël, au milieu de ses frères.
Mais David était le seul à avoir relevé le défi contre Goliath. David n'avait aucune arme. David n'avait aucune armée. David n'avait aucun défilé que vous avez vu aussi impressionnant avec toutes les armes de persuasion et de dissuasion. Mais David avait une seule arme, son courage, avec le Dieu qui le protégeait, le Dieu d'Israël. David a dit à Goliath, au nom du Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, ce jour je vais te couper la tête, je donnerai ta tête à manger aux oiseaux du ciel. Goliath a eu sa tête coupée par David. Et David a donné sa tête aux oiseaux du ciel. Donc vous qui pensez que vous pouvez être sécurisé par votre confort physique, votre confort matériel, par votre arsenal militaire ou quoi que ce soit, mon ami, l'Éternel des armées, celui qui institue les princes et les autorités, celui qui établit les rois, celui qui les renverse, sans aucune intervention humaine. Le Dieu du Gabon est un Dieu mystérieux, pas mystérieux, un Dieu mystérieux. C'est un Dieu réparateur de tort. Dites à Brice Koto le Dingema que David Nberakoma a dit qu'il donne la bourse à cette jeune fille handicapée qui a eu le baccalauréat à 30 ans, qui était première de sa classe pendant les 3 trimestres, qui est sortie une fois de plus avec un baccalauréat avec mention bien, 13 de moyenne. Et je vois des psychopathes, des malades, des ignorants, des illettrés, des déscolarisés, des individus qui n'ont même pas un papier. Ils arrivent comme ça à justifier que cette fille-là, parce qu'elle a 30 ans, elle n'a pas droit à la bourse. Une fille qui est aveugle, qui arrive à gagner le bac, avoir 13 de moyenne. Et dans une période de transition, une période d'exception, toi tu parles encore de la norme. La norme c'est laquelle? Vous êtes des ignares. Vous n'avez pas fait de bonnes études. C'est pourquoi vous réfléchissez de manière tordue comme ça. Certains qui parlent même de selfie, ils n'ont même pas le CEP, même pas le BPS, même pas le bac. Vous pensez que c'est facile pour une personne handicapée d'avoir le bac à 30 ans? Vous êtes des malades. Dans un pays où les handicapés n'ont pas d'école primaire, ils n'ont pas d'école secondaire, ils n'ont pas d'université, quelqu'un arrive à avoir le bac à 30 ans, aveugle. Cette personne arrive à concourir et gagne son bac avec 13 de moyenne. Toi, tu gagnes le bac avec 7 ou 8 de moyenne, avec 10 de moyenne. Et on te donne la bourse et tu dis que la fille n'a pas droit à la bourse. Tu es un mécréant, tu es un malade mental. Tu es cinglé, tu es un idiot. Un vil personnage. Donc, que toutes les personnes de bonne foi, toutes les personnes qui ont été touchées par les efforts qui ont été accomplis par cette fille-là, accompagner cette fille-là, aider cette fille-là à voyager, aller en Chine, aller au Japon, aller sortir au moins une handicapée de son milieu carcéral, pour que cette personne-là puisse être à l'image d'autres handicapés, pour que cette personne-là puisse être un véritable motivateur. Pas celui-là que vous avez mis ministre là qui a abandonné. D'ailleurs, il a même fui là où il dormait là, au poste à Kébé là. Dès qu'on l'a nommé ministre, il a fui. Il dormait là au poste à Kébé là, je le voyais chaque matin. Oh docteur, n'importe quoi, docteur de quoi? Mon œil. Un docteur qui est incapable de défendre sa corporation. Et on le voit sur les plateaux télévisés en train de débiter des années. Attends le jour où tu auras un débat avec moi, je vais te démystifier. Avec ton faux doctorat en géostratégie de quoi, des histoires. Tu es en train de manger ton argent là-bas à la caisse câble. Tu manges près de 3 à 4 millions de francs CFA. Grâce à un Ndemezo qui t'a sorti de la misère, la pauvreté. Tu n'es pas capable de soutenir tes compatriotes qui sont victimes des mêmes handicaps que toi. Et c'est comme ça qu'on vous dit que vous êtes des politiciens. Et tu demandes aux gens de voter oui de manière irréfléchie. Bande de sorciers.